collègues, nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de 4 représentants de l'INSEE. Monsieur Sylvain Moreau, directeur des statistiques d'entreprise. Monsieur Pierre Biscourt, on dit Biscourt, chef du département des synthèses sectorielles. Monsieur Vincent Equet, chef de la division industrie et agriculture, et monsieur Gérard Moreau, chef de la division profilage et traitement des grandes unités. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct. Elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues à l'article 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Vous n'en voyez pas? Il n'y a pas de souci. Je vous invite à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Merci. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi au sens large lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Nous avons jugé utile de vous entendre aujourd'hui afin de disposer d'éléments objectifs sur le tissu économique français et, si possible, obtenir quelques comparaisons internationales. Vous pourriez ainsi nous présenter dans un propos liminaire de 15 minutes une cartographie des grandes entreprises et de leurs sous-traitants, votre définition des aides publiques aux entreprises et les études que vous avez pu réaliser pour évaluer leur efficacité. Puis, Fabien Gay, notre rapporteur, vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Enfin, les membres de la commission d'enquête pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Essayons de faire ça avec une contrainte horaire d'1 heure. Je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. C'est donc moi qui vais intervenir pour la présentation. Alors la présentation, comme vous l'avez dit, l'INSEE n'a pas vocation à rester le plus objectif et le plus neutre possible. Donc l'objectif de la présentation telle que je vais vous faire, c'est déjà vous présenter un peu ce qu'on sort en courant, faire une présentation très rapide, mais qu'éventuellement qu'on pourra détailler dans un deuxième temps en fonction de vos questions et éventuellement même vous transmettre des documents par la suite, si vous le désirez, sur ce qu'est le système productif français. Et je vais commencer donc cette introduction par vous présenter un peu quelles sont nos grilles de lecture et quelles sont les problématiques auxquelles on est confronté quand on essaie d'observer le système productif. Et notamment, je vais commencer par présenter un certain nombre de concepts qui me paraissent importants parce que quand on parle d'économie, effectivement, il y a des concepts qui, en ce qui concerne l'entreprise, ne sont pas forcément des concepts faciles à appréhender. Alors, l'INSEE, l'INSEE publie. Alors, l'INSEE a une grosse activité aussi d'indicateurs infra-annuels. Bon, je ne rentre pas dans ce détail-là. Je vais me concentrer uniquement sur les productions annuelles récurrentes de l'INSEE. Donc, publie un bilan annuel de l'activité des entreprises présentes en France. C'est un INSEE référence entreprise. On a là, c'est-à-dire si vous en avez, si vous êtes intéressé, quelques exemplaires de l'édition 2023, sachant que depuis 2024, elle est complètement dématérialisée. Donc, c'est une production imposante, assez riche, avec des fiches thématiques, sectorielles, avec aussi un diagnostic territorial. Et il décrit, ce qu'il faut bien voir, ce qui va être un peu compliqué, c'est qu'il décrit une réalité d'une entreprise qui est complexe et qui articule 3 niveaux de réalité. D'abord, il y a la réalité juridique. Donc, l'unité légale, qui est donc l'unité qui est immatriculée au répertoire Sirène.
qu'on appelle d'ailleurs pendant très longtemps, qu'on a appelé communément entreprise. Je vous rappelle que l'observatoire Sirène est géré par l'INSEE, donc dans ma direction, et donc sur lequel, enfin, qui gère, qui fait, effectivement est complètement très important pour la vie juridique des entreprises. C'est à ce niveau-là d'ailleurs que se fait la plupart des démarches administratives, et notamment c'est à ce niveau-là que est produit une liasse fiscale qui est transmise donc à la DGFiP. Il y a aussi une réalité financière qui est donc le groupe. Donc c'est un ensemble d'unités légales qui sont contrôlées par une société mère. Et donc on a effectivement des sources qui nous permettent de définir le contour des groupes et effectivement les parts financières de chacune des unités entre elles, sachant que la société mère peut être française ou étrangère. Ça, on y reviendra par la suite. Et enfin, il y a une dernière définition qui est une définition économique, qui est donc la définition de la loi de modernisation de l'économie de 2008, qui est donc la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle avec une autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ressources courantes. Et ce qui, effectivement, c'est-à-dire que ça peut être, donc, éventuellement plusieurs unités légales. Et il faut bien voir que les entreprises sont de toute taille. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les entreprises ne sont pas forcément uniquement des grandes entreprises. Vous prenez, par exemple, un commerce de détail qui fait aussi de la vente en ligne. Ça peut être 2 unités légales et ça n'est qu'une entreprise. Après, la façon dont les entreprises sont organisées correspond effectivement à des besoins juridiques, financiers. Voilà. Et alors, conformément au cadre statistique européen inscrit dans la loi, l'INSEE utilise cette définition économique pour diffuser ses statistiques annuelles. Donc, la notion d'entreprise, même si effectivement on travaille beaucoup au niveau de l'unité légale, parce que c'est à ce niveau-là, effectivement, que nous avons de l'information pertinente. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que il y a un certain, en ce qui concerne les sources annuelles, il y a un certain délai de publication. Je vais y revenir. C'est-à-dire qu'en gros, on a sorti pour 2024 des résultats détaillés sur 2022. Alors, l'INSEE élabore ses statistiques principalement à partir des déclarations fiscales annuelles qui sont exhaustives. Je mets ce point-là en évidence parce que c'est un point très particulier à la statistique française. L'INSEE est un des rares instituts européens qui a accès à l'ensemble des sources fiscales, ce qui permet effectivement à d'autres instituts européens font des bilans annuels avec des enquêtes. Alors nous, on a des enquêtes en complément des sources fiscales, ce qui fait quand même la richesse de l'information disponible et qui fait qu'on a effectivement un détail d'information qui n'est pas courant parmi les autres INS, leur liaison financière, et on fait ça sur le champ France, ça j'entends bien, et donc sur les entreprises, historiquement, sur les entreprises des secteurs marchands, non agricoles et non financiers. Non agricoles, il y a, parce que la statistique agricole a une histoire riche qui correspond effectivement à la politique agricole, donc il y a effectivement une information très, très riche sur la statistique agricole, et non financier, tout ce qui est financier relève de la Banque de France, avec laquelle on travaille effectivement de façon régulière, mais pour le moment on voit bien que ces deux systèmes d'information disjoints. Alors ce dispositif permet de décrire les comptes déjà des unités légales, donc au niveau de l'unité immatriculée à Sirène, de définir les contours nationaux des groupes de sociétés opérant en France, après de découper ces groupes en entreprises, sachant qu'on voit bien qu'un groupe, notamment pour les très grands groupes qui ont des activités extrêmement diverses, ils peuvent se découper en unités qui ont une certaine autonomie de décision. Donc on voit bien tous les grands groupes auxquels on peut penser, et donc qui définissent un certain chacun. Donc la réunion d'un certain nombre d'entreprises, donc c'est ce qu'on appelle le profilage, on pourra y revenir, et de construire sur ces entreprises des comptes consolidés, c'est-à-dire dont on exclut notamment dans ce chiffre d'affaires les flux entre les différentes UL. C'est ça qui nous permet notamment de comparer, parce qu'on voit bien que si vous prenez par exemple certains constructeurs automobiles qui ne sont pas du tout organisés de la même façon, si vous ne conciliez pas le chiffre d'affaires, vous aboutissez à des chiffres d'affaires qui ne sont absolument pas comparables. Et voilà, donc c'est un travail qui est fait donc par l'INSEE. Et donc les données relatives au groupe sont aussi alimentées par les données de la Banque de France, donc le fichier FIBEN, dans le cas de la cotation bancaire, des données commerciales qu'on récupère, et puis de l'information disponible, donc via un certain nombre de rapports d'activité. Alors, ces informations issues de sources administratives sont enrichies par des enquêtes statistiques qui permet d'écrire plus finement l'activité d'entreprise, notamment une enquête qui est une enquête très importante qui s'appelle l'enquête annuelle sectorielle, qui permet notamment d'avoir une ventilation de chiffre d'affaires par activité dont a besoin la comptabilité nationale.
et dont on a besoin aussi, par exemple, sur certains secteurs, par exemple, vous avez besoin de cette ventilation. Si vous travaillez, par exemple, sur le domaine des transports, vous pouvez avoir des statistiques sectorielles du niveau des transports, mais vous pouvez aussi avoir besoin d'avoir une idée de la branche transport, notamment pour voir la façon dont le transport pour compte propre se développe ou ne se développe pas. Voilà, donc il y a des enquêtes européennes sur l'activité des filiales étrangères, donc j'en parlerai un peu plus, notamment qui permet d'avoir une appréhension de la présence française à l'étranger et de la présence étrangère en France, et des enquêtes thématiques, R&D, consommation d'énergie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, donc, tout ce travail qui est fait sur les comptes des entreprises permet d'avoir donc des bases de données microéconomiques extrêmement importantes, extrêmement riches, qui sont, alors, sur lesquelles on travaille, à partir desquelles on fait notre bilan annuel autour des entreprises, mais nous ne sommes pas les seuls à travailler sur ces données. Elles sont accessibles aux chercheurs, de façon, et c'est même le fichier de l'INSEE, en ce qui concerne les données individuelles, qui est le plus demandé par les chercheurs. Elles sont aussi accessibles par tout un tas d'administrations, sous condition, bien sûr, de respecter le secret statistique et le secret fiscal. Voilà. Et donc, in fine, pour finir cette partie, une entreprise correspond soit à une unité légale, soit à un groupe d'unités légales sous un contrôle commun, soit une partie autonome d'un groupe lorsque le groupe est constitué de plusieurs unités organisationnelles relativement autonomes. On voit bien donc, du coup, ça complexifie effectivement l'analyse qu'on peut avoir, parce qu'on ne peut pas uniquement se consacrer uniquement à l'étude des unités légales. Et avec, dans chaque cas, la possibilité d'appartenance à une multinationale, qu'elle soit sous contrôle français ou étranger. Pour vous donner des ordres de grandeur, actuellement sur le champ qui nous occupe, donc le secteur non marchand, hors entreprises agricoles et financières, on a 5,2 millions d'unités légales actives dans Sirène. 90% sont des unités légales indépendantes. 10% sont des unités légales dans des groupes. Donc 160 000 groupes à peu près de taille intermédiaire, on considère qu'un groupe est une entreprise, et 60 groupes qui peuvent se découper en plusieurs entreprises et qui regroupent à eux seuls 8 200 unités légales. Tout ce travail est fait aussi avec des concepts qui sont définis au niveau européen, avec des indicateurs qui sont définis au niveau européen, même s'il peut y avoir effectivement des déclinaisons nationales. Vous voyez dans cette slide mentionner le répertoire européen des groupes, qui est donc un répertoire géré par Eurostat, qui permet d'avoir le contour de tous les groupes qui ont une activité en Europe, qu'ils soient groupes européens ou groupes hors Europe, et auxquels l'INSEE participe. Et, voilà, et donc qui est un travail qui a été mis en place il y a une dizaine d'années déjà, et qui est en train de monter en puissance, parce qu'on voit que c'est un outil qui est effectivement extrêmement puissant pour mesurer l'activité internationale. Alors, juste comme ça nous était demandé, les critères de taille qu'on utilise de façon courante. Alors, le décret d'application de la loi de modernisation de l'économie a défini l'entreprise, comme j'ai dit, et les catégories de taille selon la combinaison de 3 critères: l'effectif salarié, le chiffre d'affaires et le total de bilan. Et donc, une entreprise, grande entreprise, au sens de la loi, c'est elle emploie plus de 5000 salariés et où elle a un chiffre d'affaires France, on raisonne toujours sur le territoire national, de plus de 1,5 milliard d'euros et un total de bilan de plus de 2 milliards d'euros. On peut mentionner aussi les entreprises de 250 à 5000 salariés qui appartiennent à la catégorie entreprise de taille intermédiaire. Et vous avez là, alors pour votre information, mais de toute façon je pense que vous avez le PowerPoint, la façon, les différents critères et la façon dont les différents types d'entreprises se répartissent entre les différents critères, avec les grandes entreprises, celles que nous, on le mentionne, le concept avec lequel on travaille habituellement, donc qui est effectivement plus de 5000 salariés et plus de 2 milliards d'euros. Vous voyez la façon dont éventuellement tout s'imbrique. Je crois que c'est tout, oui, là-dessus. Alors, il faut noter quand même que ces critères de taille
donc qui sont définis par la loi, sont conçus pour l'analyse de la politique économique en France. Donc, ce qui présente l'avantage que chaque entreprise est classée dans une seule catégorie sur la base de critères objectifs et observables, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs dans tous les pays. On prend l'exemple de l'allemand, on voit bien l'Allemagne, on voit que les PME ou ETI allemands parfois présentent des critères un peu plus flous. Et notamment, ce qui me paraît important de mentionner, c'est que ces catégories sont utilisées dans les politiques vis-à-vis de l'entreprise. Par exemple, pour la facturation électronique, l'aide face à la hausse des prix de l'énergie. Donc, on voit que ces critères rentrent dans les... Voilà. Et alors, l'Union européenne, de ce côté, ne reconnaît que les PME, donc on voit bien que c'est des critères franco-français. Et comme je l'ai dit, étant qu'on a accès à la totalité des données individuelles, d'autres critères peuvent être pris en compte si besoin. Donc le seuil de 1000 salariés, comme ça nous a été demandé, donc on a fait un slide particulier plus loin pour répondre spécifiquement à votre demande, reviendra à découper la catégorie des ETI et devrait faire l'objet d'un calcul ad hoc, mais bon, qui fait partie des choses qui pourraient être faites. Voilà. Alors, quelques éléments de cadrage en fonction des critères traditionnels, tels que nous on les sort. Vous avez ici, donc, en France, il y a actuellement 4 millions, enfin à peu près 5 millions d'entreprises, des secteurs marchands, non agricoles et non financiers, avec 331 grandes entreprises, 7205 entreprises taille intermédiaire, 173 000 à peu près PME non micro-entreprises, et puis des micro-entreprises, 4 700 000. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut calculer des agrégats économiques sur ces populations. Et donc, bon, les deux premiers, alors évidemment, c'est pas... Juste 2 petites secondes de me montrer le diapo. Je vous en prie. Voilà. Je suis assez surpris du nombre de TI par rapport à ce qu'on entend usuellement. Mais peut-être vous entendez quoi usuellement? Oh, plutôt entre 6005 et 6006. Alors après, alors, juste en ce qui concerne les critères... Non. Non, mais il y a une chose qu'il faut voir sur les critères, sur lesquels on n'a pas réfléchi. Il a failli y avoir une réflexion au niveau Eurostat, c'est que l'inflation 2021-2022 a augmenté forcément le nombre de grandes entreprises et le nombre de TI. Parce que le critère en ce qui concerne le chiffre d'affaires et le total du bilan n'a pas changé. Voilà. Et donc, là, effectivement, on s'était posé la question de savoir si il fallait pas le revoir un certain nombre de critères. Enfin bon, ça n'a pas été fait. On n'est pas sur le nombre forcément de salariés. Oui, c'est ça, oui. Total au bilan. C'est ça. Et donc ça fait que, on a vu effectivement une augmentation du nombre de grandes entreprises et du nombre de TI non négligeable suite à l'inflation. Donc, les agrégats. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce slide, c'est que quand on compare les grandes entreprises, les ETI et les PME, si vous regardez en termes de valeur ajoutée, en termes d'emploi salarié, on obtient des ratios relativement comparables. Bon, ils ne sont pas exactement les mêmes. Il y a plus de valeur ajoutée pour les grandes entreprises que pour les ETI et les PME, mais ça n'est pas du simple au double. Idem en ce qui concerne l'emploi salarié. La différence se fait vraiment sur l'exposition internationale et en ce qui concerne les exports. Voilà. Bon, ce dont on pouvait se douter, sauf qu'on aurait pu penser éventuellement qu'il y aurait plus de valeur ajoutée. Et effectivement, il y a un très gros gap par rapport aux millions de micro-entreprises pour lesquelles, effectivement, notamment, il n'y a pratiquement pas d'exposition internationale et il y a moins d'emplois salariés et moins de valeur ajoutée. Voilà. Alors, on a fait, comme je vous l'ai dit, étant que vous avez exposé le seuil de 1000 salariés. Alors, il y avait le seuil de 1000 salariés et de plus de 450 millions d'euros à faire chiffre d'affaires monde. Alors, chiffre d'affaires monde, là, pour le moment, là, c'est pas possible. Mais on a regardé du côté 1000 salariés. Ce qu'on voit, c'est que entre les entreprises de 1000 salariés, ça comprendrait donc les 331 grandes entreprises qu'on a citées, plus les 1284 plus grandes ETI. Il y a à peu près, donc ça fait 1104 entreprises, donc ça fait, et qui représenteraient donc 46% de l'emploi total et 50% de la valeur ajoutée totale. Voilà. Voilà. Donc on aboutit à un résultat un petit peu différent. Donc on s'est contenté pour le moment de faire juste sur ces agrégats. Voilà. Pour ce qui paraît important, donc j'ai parlé donc de
tout ce qui est exposition à l'international. On voit bien que 67% des grandes entreprises sont des multinationales sous contrôle français. Et 30% des implantations multinationales sous contrôle étranger. Le reliquat, c'est des franco-françaises, mais ça se compte sur les doigts d'une seule main. Donc voilà. 28% des ETI sont des multinationales sous contrôle français et 25% des ETI sont des implantations de multinationales sous contrôle étranger. Il faut bien voir que l'implantation en France d'une grande multinationale est souvent une ETI. Et on voit bien que, en ce qui concerne les PME et les micro-entreprises, bon, il y a très peu d'exposition internationale, même s'il y a quand même 8% des PME qui sont des multinationales. Oui, oui, non, c'est pas. Il peut y avoir. C'est pas. Ça existe. Voilà. Et toujours des caractéristiques d'entreprise. On voit bien que les multinationales sous contrôle français représentent 37% de la valeur ajoutée des entreprises en France et 33% des salariés. Et les multinationales sous contrôle étranger représentent 17% de la valeur ajoutée des entreprises en France et 14% des salariés. Alors, il faut bien voir que, pour en finir donc avec les critères, on voit bien que suivant ces 4 populations d'entreprises, les enjeux sont quand même assez sensiblement différents. En ce qui concerne les micro-entreprises, on voit qu'il y a, c'est les micro-entreprises qui font l'évolution très forte des entreprises telles qu'on le constate depuis 2 ans, enfin peut-être 3 ans qu'on n'a plus d'amis entreprises créées chaque année en France. Donc 60%, c'est pas 65%, sont des micro-entreprises et sont donc des départements artisanat, profession réglementée. Les PME, c'est beaucoup, il y a quand même une forte problématique autour de la sous-traitance et donc avec aussi les questions d'accès au crédit. Et les ETI, donc, c'est question de compétitivité. Et puis, bon, on parle beaucoup du déficit éventuel. Et puis, les grandes entreprises, c'est donc les aspects mondialisation. Et notamment la place de la France et donc les questions de chaîne de valeur et d'approvisionnement, qui sont des problématiques qui ont été très, très prégnantes depuis 5 ans. Et avec une question sur la localisation des centres de décision. Quand on voit bien que les groupes ont des nationalités, mais qui dépend de la nationalité du centre de décision ultime, et ça peut varier d'une année à l'autre. Voilà. Donc, je répondrai éventuellement à vos questions si vous en avez sur ce sujet. Et dernier élément chiffré, donc, c'est la comparaison entre la France et l'étranger pour les multinationales françaises, sont la caractéristique de taille. On voit que quand j'ai mis FI, on parlait de grands, donc les grands groupes multinationaux. Vous avez 204 grands groupes multinationaux français, et donc vous avez le partage entre le nombre de salariés en France et le nombre de salariés à l'étranger, et la façon dont le chiffre d'affaires se peut consolider, se partage entre la France et l'étranger. Donc on voit bien que, en gros, les 204 plus grands groupes français emploient 5,2 millions de salariés à l'étranger, ce qui représente 58% de leurs salariés, et ils réalisent 54% de leur chiffre d'affaires, et idem pour les groupes de taille intermédiaire. Voilà, donc 1,6 million d'étrangers, de salariés à l'étranger, et 42% de leur chiffre d'affaires. Juste pour terminer, on fait aussi, parce que c'est une problématique qui a été importante, vous avez parlé de la sous-traitance, on a peu de données, parce que comme on parle, j'ai dit, on part beaucoup sur des données administratives, donc on a peu de données sur effectivement les liens de sous-traitance entre les entreprises. On fait des enquêtes de sous-traitance, ça fait un certain temps qu'on n'a pas fait. On fait depuis maintenant assez régulièrement des enquêtes filières qui permettent justement de voir les liens de sous-traitance et voir notamment le chiffre d'affaires consacré, le nombre de salariés consacrés à une filière. Donc il y a eu beaucoup la filière aéronautique. On est en train de travailler actuellement, et ça devrait sortir là dans le courant de l'année, sur la filière automobile. Et on est en train de réfléchir à monter, alors c'est des enquêtes assez lourdes, donc c'est des études, faire des choses équivalentes sur tout ce qui concerne le médicament. Voilà. Voilà. Et donc on voit bien qu'on a beaucoup de demandes par rapport à ça, et donc ça peut influer notre programme de travail de façon importante. Oui. Alors, qui est-ce qui vous fait ces commandes? Il y a beaucoup la DGE. Oui, c'est beaucoup la DGE qui... on voit qu'ils travaillent beaucoup sur les actifs stratégiques, etc. Et donc, c'est beaucoup... Et en ce qui concerne la filière automobile, il y a eu une demande de l'industrie automobile elle-même. On voit effectivement... En fait, la demande est arrivée... C'est toujours un peu long à l'INSEE pour mettre en place une enquête, etc. Mais est arrivée il y a un peu plus de 2 ans, suite à la
au problème d'approvisionnement qu'il y a eu ce microprocesseur. Donc effectivement, il y avait une question qui se posait. Et en plus, c'est devenu de plus en plus prégnant avec la mise en place des véhicules électriques. Et donc l'impact que ça peut avoir sur le tissu productif en ce qui concerne la sous-traitance. Et je pense qu'il y avait une forte demande de l'industrie automobile pour essayer d'évaluer cet impact. Voilà. Et d'ailleurs, le travail, en fait, on pourra rentrer un peu sur la façon dont on travaille, mais le travail est fait en collaboration avec les acteurs de la filière. C'est-à-dire qu'on valide le questionnaire avec eux, enfin, on valide... Voilà. Alors, en ce qui concerne les aides, c'est plus complexe. Alors, j'ai une dernière diapo, puis je pourrais dire un certain nombre de choses à l'oral, éventuellement d'un document que je pourrais vous transmettre, parce que m'ont transmis les comptes nationaux, qui ne sont pas chez moi, mais bon, qui sont à l'INSEE. Hein. Et donc, le suivi des concours publics est complexe, bon, parce qu'il y a de nombreux dispositifs, donc des subventions sur produits, des subventions d'exploitation, autres concours. Certaines subventions sont difficiles à suivre parce que la façon dont elles sont enregistrées au niveau des comptabilités d'entreprise fait qu'elles ne sont pas facilement identifiables. Donc nous, on travaille sur les comptabilités d'entreprise, donc c'est parfois difficilement identifiable. Alors que la comptabilité nationale, elle récupère directement auprès des administrations les sommes versées aux acteurs économiques. Donc on voit qu'après, alors après, il y a une comparaison entre ce qu'on peut avoir nous mais on voit bien qu'il faudrait affecter un certain nombre de lignes. Et comme il était dit, le classement de ces concours peut varier au fil du temps. L'INSEE a mené quelques évaluations ciblées sur des dispositifs, mais assez peu. Le plus récent, c'était les effets de la crise sanitaire et des mesures de soutien. Alors, pour plusieurs raisons, en fait, la difficulté principale qu'il y a dans ces études d'évaluation, c'est qu'il faut que vous ayez un contrefactuel. C'est-à-dire que vous ayez une population d'entreprises aidées que vous comparez à une population d'entreprises qui ont les mêmes caractéristiques et qui ne sont pas aidées, pour voir effectivement l'impact que ça peut avoir en termes d'évolution de l'activité, d'évolution du chiffre d'affaires et d'évolution de l'effectif salarié. Alors, ça se fait, hein, mais ça se fait souvent sur des aides extrêmement ciblées. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, et je pense que je vous le transmettrai après la réunion, parce qu'il y a un point il faut qu'on voit un truc, il y a une erreur de saisie dans un des tableaux. Actuellement, en gros, tu as le tableau révisé. Ce serait à 29 au lieu de 18,6. 29. Donc, ça fait à peu près, on voit qu'à peu près, alors après, c'est un plancher, hein, que le montant des aides accordées aux entreprises par l'ensemble des administrations serait de l'ordre en gros de 70 milliards pour 2023. 70 milliards. Mais c'est un plancher, hein, parce qu'on voit bien que... Sur les aides nationales ? Non, toute aide confondue. Mais sur les sommes... C'est à cause de l'enregistrement. On est sur toute aide confondue si on ne considère que les aides versées. Versées, voilà. Bien sûr. Versées, bien sûr. Par les exonérations de charges. Ah, bien sûr. Oui, non, bien sûr, effectivement. Et puis après, ne sont pas concernés, ne sont pas non plus. Par exemple, il n'y a pas dans les chiffres donnés que je vous transmets, mais je vous enverrai le papier où c'est bien expliqué, parce que là, mais il faut qu'on revoie parce qu'il y a une erreur dans le tableau qu'on m'a transmis et je l'ai juste dit. Donc voilà. Par exemple, les subventions sur les produits ne sont pas prises en compte parce qu'elles sont considérées plutôt comme une aide aux ménages qu'une aide aux entreprises. Voilà, non. Donc on voit bien qu'il y a tout un tas de conventions qui sont... il faut qu'on se mette d'accord, hein, mais voilà. Non, mais c'est très important d'être complètement d'accord sur les hypothèses, parce que ça change complètement. Exactement, mais je suis d'accord avec vous. Voilà. Après, c'est les hypothèses que je vous transmets, les deux de la comptabilité nationale, et qui sont donc des hypothèses qui sont a priori validées au niveau européen. Parce que l'idée, quand même... C'est un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que beaucoup de nos hypothèses de travail sont des choses qui sont validées, qui sont définies, enfin avec nous, hein, au niveau d'Eurostat, de façon à permettre une comparabilité des données entre les différents pays. Et en ce qui concerne, vous avez une question en ce qui concerne, c'est une source au CDE, donc je pense que vous avez vu le CDE. Effectivement, la France dépense un peu plus de, c'est 60 milliards, hein, c'est ça, hein, en ce qui concerne la dépense des investissements publics dans la fonction, 60% de PIB, en point de PIB.
qui est dépensé. Voilà. Mais je vous transmettrai tout ça, donc cette fiche qui a été faite par mes collègues de la comptabilité nationale, donc qui permettent, en fonction d'un certain nombre d'hypothèses, d'avoir un certain nombre de données. Voilà, j'en ai fini. Merci, merci pour votre attention. Merci, Monsieur Moreau. Je vais donner la parole à notre rapporteur Fabien Gay pour son intervention et les questions qu'il pourrait avoir. Merci, Monsieur le Président, messieurs. Donc, merci pour vos propos. On est en tout début de commission d'enquête, donc ça nous permet d'avoir, j'ai envie de dire, un panorama plus exhaustif possible sur ce qu'on entend par aide publique, les masses concernées. Vous venez de le dire. C'est un chiffre, c'est pour ça que Monsieur le Président réagit, parce que pour l'instant, dans ce qu'on entendait, soit on se mettait d'accord sur le plus petit périmètre autour de 88-90 milliards et le plus grand périmètre de 129, 250. Voilà, donc, bon, donc là, 70 milliards, on est, c'est vrai, sur un périmètre. Je vais au bout, je vous pose les 3 questions et après, comme ça, vous répondez, et puis mes collègues aussi pourront répondre. Dans le cas, il y a des aides qui sont plutôt discrétionnaires et le cas de subventions d'investissement. Est-ce que vous connaissez les grandes masses, entre guillemets, et est-ce que vous pouvez les estimer entre les deux? La deuxième question, vous l'aurez compris, même si c'est assez intéressant, donc 5000 salariés pour les très grandes entreprises, 331 entreprises. Nous, on s'intéresse aussi à la question donc, des aides aux grandes entreprises. On s'intéresse aussi à la masse. Qu'est-ce qui est capté par les grandes entreprises en volume d'aide? Qu'est-ce qui est capté par les ETI et qu'est-ce qui est capté par les PME, même si, vous l'aurez compris, nous, on a pris le cas de 1000 salariés, vous retenez 5000, mais peu importe. Et enfin, peut-être une question comparative sur les autres pays de l'OCDE. On vient d'avoir une audition de M. Gallois, c'est d'ailleurs assez intéressant. Contrairement aux idées reçues, il semble que la France se distingue des autres pays de l'OCDE par une plus forte part du PIB consacrée en soutien à l'économie. Est-ce exact et est-ce que vous pouvez nous donner là aussi les grandes masses où à peu près la France se situe parmi le classement? Voilà, je vous remercie. Sur le premier point, moi, quand je vous ai dit les 70 milliards... Pardon. Là aussi, on a un débat, parce que nous, on voudrait, quel que soit le chiffre retenu, 70 ou 229 ou 250, on est à peu près d'accord sur le nombre de dispositifs, entre 2000, 2200, si on monte 2500, mais enfin, on va dire 2000, c'est celui qui a l'air plus... Dispositifs nationaux européens. Collectivités locales, européens, etc. À notre connaissance, mais peut-être que vous allez nous dire, il n'existe pas un tableau récapitulatif du nombre de dispositifs, des montants alloués. On n'a pas, on ne connaît pas. C'est une question de transparence. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on aurait un fichier qui récapitulerait les 600 dispositifs d'État, les 2000 et quelques dispositifs européens, régionaux, locaux d'État, et puis les montants? Voilà. Après, après, il y a débat politique. Est-ce que les exonérations de cotisations sociales patronales, on les met ou pas? Tout ça, après, il y a un débat. Mais est-ce qu'on pourrait savoir, est-ce qu'il existe, selon vous, un tel outil? Voilà. Et je vous remercie. Je n'aurai pas d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Fabien. Je vous laisse répondre, Monsieur Moreau. Enfin, Monsieur Moreau ou vos collègues qui vous accompagnent. Alors, juste... alors, le problème, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de réponses à vos questions. Donc, ou du moins, là, maintenant, en séance. Vous aurez au moins les questions au cas où pour nous faire un retour. Comme je vous l'ai dit, les 70 milliards, je pense que c'est un plancher. C'est un plancher sur lequel il n'y a pas de doute. Après, je pense qu'il y a un certain nombre d'hypothèses. Il y a des choses qu'on ne capte pas forcément. Sur le nombre, le dispositif, alors je ne sais pas du tout si quelqu'un a ça, le nombre de lois. Je pense que... Enfin, les chiffres de ce qu'utilise la comptabilité nationale, alors il se trouve qu'ils ne sont pas présents, c'est les chiffres qui proviennent de la DGFiP. Voilà. Donc, enfin, qui proviennent au moins pour les aides nationales. Donc, je pense, alors je ne sais pas si vous avez prévu d'auditionner la DGFiP.
Mais je pense qu'ils doivent avoir, j'imagine, parce que c'est ce qu'on utilise. Et justement, on essaie, nous, au niveau de la comptabilité nationale, de confronter ces chiffres qui viennent de la DGFiP et de voir ce qu'on retrouve dans les comptabilités entreprises, ce qui peut demander, effectivement, parce qu'il y a notamment il y a un certain nombre de très grandes entreprises qui enregistrent un certain nombre d'aides dans leur chiffre d'affaires. Et donc, c'est parfois de très grosses entreprises, même parfois de très grosses entreprises publiques. Donc, ça demande, voilà. Et donc, on essaie à partir de là. Donc, il y a des traitements qui sont faits de façon à confronter les deux. Sur les subventions d'investissement, je ne sais pas si vous avez des... Les aides à l'investissement. Le tableau, la nouvelle ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 29 milliards. 29, oui. Oui, dans la seule décomposition qu'on ait finalement, c'est donc on disait 70, à peu près 40 pour ce qui nos collègues des comptes nationaux appellent les autres subventions sur la production, et à peu près 30 sur les aides à l'investissement. Alors quand on dit autres, mais là vous y verrez sans doute plus clair quand vous aurez reçu la dite note, c'est qu'il y a notamment toutes les aides qui consistent, enfin toutes les subventions qui portent sur des produits et qui visent à diminuer le prix unitaire des produits ne sont pas incluses. C'est ce que disait Sylvain tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas si ça bénéficie in fine aux ménages, aux entreprises. Donc ce que publie la comptabilité nationale dans les comptes des sociétés non financières, donc les chiffres qu'on vous donne ici, c'est le reste. J'ai bien compris, hein, vous sortez bien de vos statistiques par rapport aux subventions aux entreprises, tout ce qui profite aux ménages. J'ai bien compris. On essaie. Voilà. Enfin, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Pour être précis, vous pouvez nous donner un ou deux exemples, par exemple? Voilà, de quelque chose que vous considérez comme profitant à l'entreprise, et quelque chose que vous ne comptabilisez pas dans la subvention à l'entreprise parce que vous considérez que c'est plus une aide aux ménages. Oui, c'est ça. Je pense que les aides qu'il y a eu notamment pour quand... Vous avez un exemple ou deux? Remise à la pompe, bouclier tarifaire, bonus vert, prime à la reconversion pour les achats d'automobiles. Typiquement, ça va donner des incitations, ça va changer les prix. Et est-ce qu'à la fin, ça bénéficie plutôt aux ménages ou plutôt aux entreprises? On ne sait pas très bien dire en fait en termes économiques. Enfin, le comptable national ne s'est pas forcément affecté ces montants-là. Et donc, ce n'est pas intégré en tous les cas dans les montants de subventions qui sont retracés dans les rubriques typiquement compte des sociétés non financières que vous allez trouver en ligne. Une précision sur le bouclier tarifaire. Par contre, les subventions versées sur dossier de demande aux entreprises directement par rapport à une inflation très forte du coût de l'énergie à ce moment-là, comptent bien comme des subventions aux entreprises. Liées à l'inflation due notamment c'était la déclaration de guerre en Ukraine. Mais est-ce que vous le comptez celle-là? Parce qu'il y a eu deux sortes. Oui. Il y a eu le bouclier tarifaire contre l'augmentation de l'énergie notamment pour les ménages. Et de l'autre côté, vous avez eu sous conditions de correspondre aux critères, c'est-à-dire qu'il y avait des dossiers qui, pour le coup, étaient d'ailleurs assez compliqués au départ à remplir. Il a fallu une reformulation de la part de Bercy parce que toutes les entreprises abandonnaient ce genre de dossier tellement c'était compliqué. Et là, c'était du sonnant-trébuchant versé aux entreprises dû à l'explosion du coût de l'énergie. Dans ce cas-là, ça doit être dans la rubrique autres subventions qui doit être retracée, puisque ça n'a pas pour but de réduire le prix de vente d'un produit. Le soutien, oui, normalement, ça va être autres subventions, oui. Par exemple, une autre question au hasard, la détaxe fait sur les produits de grand luxe. Le fait que l'on rembourse la TVA aux aéroports, par exemple, de sacs ou de vêtements de grand luxe, c'est 2 milliards d'euros chaque année pour les comptes publics. Est-ce que ça, vous considérez, dans le schéma statistique, hein, je ne demande pas l'avis politique, ça rentre dans une aide, une subvention aux entreprises pour les produits de grand luxe, où nous considérons que c'est utile aux ménages, par exemple? Mais sur le coup, je ne sais même pas si vous le comptabilisez, parce que ce n'est pas une aide directe versée aux entreprises. Oui. Non, mais c'est un allègement, soit de fiscalité, soit de coûts. Mais donc ça ne rentre pas dans les 70 milliards. Ça ne se verra pas là. Oui. Non, ça ne rentre pas. Ah oui, ah oui. D'accord. Ah, c'est vraiment un plancher. C'est un plancher. Ah oui. Oui. On est vraiment sur l'aide directe. L'aide directe. Sonnante et trébuchante
versés sur le compte de l'entreprise. Oui. D'accord. Avec un grand E. Voilà. Non, mais c'est important de savoir que Non, mais on est voilà, sur un vrai plancher et que c'est ce qu'on a versé sur le compte. Juste, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Et non, Mais ça donne quand même. La France, le classement. Ah oui. Ah oui, je termine juste là-dessus. Ça donne quand même C'est une ça. indication sur la proportion par rapport à ces 200 et quelques milliards d'aides versées, Par taille, on n'a pas. de l'aide versée directement. C'est un tiers. Ventilation par taille. 70 milliards sur 200 et quelques Oui, milliards. après ça. Qu'on a eu. Mais voilà, ça Alors, serait un tiers. Alors justement, la ventilation par taille des aides, ça, pour le moment, on n'a pas ça en standard. Parce que Ni infirmer que les grandes entreprises. non, Captent une partie, non. une majorité. Non, ça on peut pas, de- on peut pas. des aides. Et en plus, je pense que, enfin, on ne peut pas, notamment parce que les chiffres de la comptabilité nationale ne permettent pas de faire ça, et que nous, de notre côté, ça pourrait être un travail qui pourrait être fait à partir des comptabilités d'entreprise, mais c'est un travail, enfin, de bénédictin, quoi. Notamment pour les très grandes entreprises, ça demanderait de regarder chacune des comptabilités, de retourner vers l'entreprise éventuellement pour savoir si, où est-ce qu'elle a affecté telle ou telle dépense. Et donc, ça, sachant qu'en plus, ça peut varier d'une année à l'autre. Hein. Donc là, c'est quelque chose alors, qui peut être, qui peut être fait, mais qui serait très coûteux. Et on y met toute une équipe pendant très longtemps. Après tout, voilà, après, c'est en fonction des décisions qui sont prises. Mais c'est clair que ce n'est pas quelque chose qu'on a en standard. Voilà. C'est quelque chose... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la comptabilité nationale essaie de trouver une cohérence en fait entre des informations qui viennent des administrations publiques et donc qui sont déclarées, comme disait Sylvain, par la DGFiP, qui suit en fait finalement les montants avec ce que nous, côté statistique d'entreprise, on voit dans les comptes des entreprises. Mais finalement, ces arbitrages de mise en cohérence, ils se font à un niveau assez macroéconomique. Et donc, on n'est pas en mesure de retrouver des ventilations par catégorie de taille d'entreprise. On pourrait le faire en reprenant le travail uniquement à partir des données d'entreprise elles-mêmes, sachant que la façon dont toutes ces choses sont retracées dans les comptes des entreprises, là, sous le contrôle de mes collègues, elles vont être hétérogènes, elles vont pas, enfin, on n'aura pas une règle simple qui nous permettra de dire telle variable dans nos fichiers retrace tel type de subvention dans 100% des cas, et on peut vous garantir que le montant pour la catégorie des grandes entreprises ou des plus de 1000 sur tel type de subvention, il est de temps. On pourrait le faire peut-être en mettant une personne à temps complet pendant un an, quelque chose comme ça. C'est pour vous donner un ordre de grandeur quand même du côté assez coûteux d'aller regarder tout ça. Et puis après, je pense que peut-être que la DGFiP a des fichiers avec... où elle dispose du SIRAN du bénéficiaire, mais ça implique on voit bien que le SIRAN du bénéficiaire, ça peut être une entreprise éventuellement une PME qui appartient à une multinationale, et ce qu'on saura, c'est l'information qu'elle est une PME, et donc il y aura un travail a posteriori à faire pour savoir que c'est une multinationale. Voilà. Donc, voilà. Donc dans tous les cas de figure, enfin après vous verrez ce que voudra la DGFiP là-dessus. Hein. Voilà. Bon, donc c'est pas impossible à faire. Mais c'est coûteux. Oui, pour illustrer juste encore un peu ce point, outre la question qu'on a sur les subventions sur les produits, où on dit est-ce que ça sert aux ménages ou ça sert aux entreprises, en l'occurrence, dans les comptes d'entreprise, l'aide au carburant, dans certains cas, dans certains grands vendeurs de carburant, c'était intégré à leur chiffre d'affaires, et dans d'autres cas, c'était identifié comme une subvention reçue. Donc vous voyez, au cas par cas, il y aurait un vrai travail d'expertise à faire au niveau des entreprises. Et sur le classement de l'OCDE, nous, ce qui nous a été transmis confirme effectivement ce que vous nous dites. Alors, je ne sais pas si vous avez, avec la fiche, vous aurez la comparaison internationale. Alors la fiche est relativement nuancée, oui. Néanmoins, au sens où effectivement, quand nos collègues là, font le décompte des points de PIB, de la dépense des administrations publiques en points de PIB, la France arrive en tête des pays de l'OCDE, manifestement à 60% du PIB. En revanche, si on regarde les dépenses des administrations publiques dans la fonction affaires économiques, à détailler ce que nos collègues entendent par là, mais du coup on retrouve la France là à un niveau qui est plutôt dans le top 10 de l'OCDE, mais pas numéro 1. Donc ça veut dire qu'on serait derrière la Grèce, l'Autriche, la Hongrie, la Tchéquie, la Lettonie et la Belgique. Donc ils ont apporté certaines nuances quand même de ce point de vue-là.
Et il nous alerte aussi sur le fait que il faut regarder les prélèvements obligatoires et que c'est un ensemble de choses que donc cet aspect poids de l'État est quand même un sujet en soi. Si je comprends donc on n'a pas eu que nous on n'a pas instruit plus avant là, hein, on peut le faire. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce que nos collègues ont des questions? Jérôme Darras. Merci de votre exposé. Pour bien comprendre, donc dans ce socle de 70 milliards, les aides des collectivités sont comprises, mais sans que vous soyez certain qu'elles soient toutes détectées, enregistrées. Oui. Oui. Et la part qu'elles représentent, les aides des collectivités dans ces 70 milliards? Si j'ai bien compris, les 70 milliards, c'est uniquement les aides d'État. Il n'y a pas les collectivités locales dessus. Régions. C'est compris comme aide d'État, les aides des collectivités. Moi, je pense que si, il y a les aides des collectivités. C'est compris dans les aides d'État. Il y a les aides européennes? Là, je ne peux pas vous dire. Là, vous ne savez pas? Oui, c'est tout le secteur de l'administration publique. Donc, mais vous n'avez pas le détail non, on n'a pas de la part des collectivités, et vous n'êtes pas certain que tout soit bien enregistré compte tenu des conditions dans lesquelles elles sont éventuellement inscrites dans les comptabilités des collectivités. Ah oui, ça, effectivement. Là-dessus, on peut, effectivement, il peut y avoir, effectivement, en fonction de ce qu'il y a au niveau des collectivités. J'imagine, de toute façon, en ce qui concerne la comptabilité nationale, il y a quand même, ça coûte un gros travail de cohérence, parce que notamment, le travail se fait effectivement de façon à ce que tout soit cohérent et qu'au niveau de la balance globale, on retombe sur ses pieds. Donc, il y a quand même beaucoup d'arbitrages qui sont faits. Donc, moi, je suis pas trop de doute sur le fait que ce soit qu'il y ait des choses qui soient oubliées. Enfin bon, en gros, on soit s'y retrouver. On va poser la question de savoir si on peut distinguer effectivement les collectivités locales. À mon avis, je pense qu'on peut. Je pense qu'il y a des fichiers avec effectivement le partage entre aide d'État et aide des collectivités locales. Je prends dans les données détaillées. Donc, c'est des choses qui existent, qu'on pourra vous transmettre. Merci. Pas d'autres interventions voulues par les collègues? Non, je pense que vous nous avez apporté un certain éclairage sur les statistiques qui peuvent ressortir au niveau des aides des entreprises. C'est vrai comme le disait le rapporteur, 2200 dispositifs. On ne peut avoir que des statistiques qui englobent un certain nombre de choses et qui ne peuvent pas rentrer dans le détail, parce que si vous deviez rentrer dans le détail exact de qui verse quoi, à qui, sous quelle manière, est-ce que c'est de l'allègement et tout, je pense que l'INSEE lui-même n'y suffirait pas en se concentrant. Non, alors je sais qu'il y a certains secteurs d'activité dans lesquels c'est fait. Au niveau de l'agriculture, notamment par secteur, voilà. Les concours publics, c'est clair, il y a des bureaux. Mais on limite le secteur d'activité. On limite certains, c'est des choses qui sont effectivement regardées, mais en plus parce que traditionnellement à l'agriculture, il y a eu beaucoup de secteurs qui bénéficient beaucoup d'aides européennes notamment, et donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, je sais ça de façon très précise, et qui étaient présentées et qui sont présentées encore à la Commission des comptes de l'agriculture. D'accord. Voilà. Je crois qu'il me reste à vous remercier, messieurs, pour votre disponibilité ces éléments apporteront du plus à notre réflexion et à l'alimentation de ce rapport. Et donc on vous transmet. Et j'allais dire, n'oubliez n'oubliez pas de nous transmettre ce qu'on a convenu que vous nous envoyez. Ou demain ou en début de semaine prochaine. Merci, parfait. Merci beaucoup, messieurs.